Du biogaz à partir de déchets organiques pour préserver le climat, c'est possible avec Gaz Énergie, partenaire de TTC. TTC est au Vietnam, le nouveau champion de la croissance mondiale, émission spéciale. Un premier Grand Prix de Formule 1, le lancement d'une marque de voiture vietnamienne, le pays de la mobilette, mais les gaz. Le boom économique a donné naissance à une classe d'ultra-riches, portrait d'une hôtesse de l'air devenue chef d'entreprise milliardaire. C'est au Vietnam qu'on a développé les applications des CFF et de PostFinance. Une centaine d'entrepreneurs suisses sont sur place. Rencontre avec des architectes genevois installés à Hanoï. Le Vietnam, nouvelle destination de vacances, des sites exclusifs, mais aussi l'essor d'un tourisme de masse qui menace de dénaturer le pays. Bonsoir, bienvenue à tous. Ravi de vous retrouver à Hanoï, dans la capitale de ce nouveau dragon asiatique qui a faim, qui, 45 ans après la fin de la guerre, veut rattraper le temps perdu. Avec 7% de croissance en 2019, le Vietnam fait mieux que la Chine. Alors tout au long de cette émission, on va essayer de vous faire comprendre, vous faire découvrir ce qui se passe ici. Tout d'abord, une première impression avec la classe gagnante de notre concours boursier. Elle vient de passer 4 jours à Ho Chi Minh Ville, ou Saigon, on peut dire les deux. Céline Turmilius était de voyage. Zurich Aéroport. Dans quelques instants, c'est le départ pour Ho Chi Minh City. Les gagnants du concours boursier 2019 sont là, prêts pour l'embarquement. 5 étudiants et un professeur de la Haute École de Gestion de Fribourg. 12 heures de vol pour une plongée dans la ville. Ho Chi Minh City, le poumon économique du Vietnam. « 13 millions d'habitants, autant de scooters. Ici, on roule à l'instinct et au klaxon. Au cœur de la ville, le Ban Tin Market. Ici, on porte le masque, même si le coronavirus ne semble pas trop inquiéter les gens. Les odeurs de viande et d'épices éveillent les papilles. Certains se laissent tenter. Par contre, ça t'a tellement envie de faire. Ici, tout est fait minute, comme le feu, la soupe traditionnelle, bœuf, nouilles et herbes aromatiques. C'est juste comme ça. L'estomac plein, les économistes marchandent. On prend, mec, c'est 420, c'est rien, mec. 420 000 donc, c'est 17 francs, les 2 chapeaux. On dit que pour une bonne négociation, il faut arriver à la moitié du prix. Pour les étudiants, ce n'était peut-être pas une si bonne affaire. On s'est un peu fait arnaquer quand même, mais on a gagné un t-shirt. Un t-shirt Bababa, qui veut dire bière en fait en Vietnam. Le Vietnam, ce sont des images qui font partie de la mémoire collective. Une époque que ceux qui ont 20 ans aujourd'hui n'ont pas connue. Dans les années 70, les jeunes ne manifestaient pas pour le climat, mais contre la guerre du Vietnam. Pour ne pas oublier, il y a un musée des vestiges de la guerre. Ce qui est impressionnant, c'est que tout tourne autour des Américains. Au rez-de-chaussée, ils démontrent les manifestations des Américains, mais contre leur propre gouvernement. Et au premier étage, ils montrent les cruautés du militaire américain contre les patriotes vietnamiens. C'était un des conflits de la guerre froide, une guerre qui a duré 30 ans. Des millions de morts, des images qui ont bouleversé des générations. « 1975, départ des troupes américaines. C'est la réunification du pays, devenue la République socialiste du Vietnam. Comment les Vietnamiens ont-ils réussi à vaincre les Américains? Grâce notamment aux tunnels de Cu Chi, qui sont devenus une attraction touristique. Ici se trouvait un réseau de plus de 250 km, une véritable ville souterraine, incluant usines, hôpitaux ou cuisines. L'accès au tunnel se faisait par des trappes, soigneusement camouflées. Ouais, mais bon,
Les tunnels sont étroits, mais ils ont été agrandis pour les touristes, comme nos jeunes fribourgeois. C'est où qu'il faut sortir? Là? En fait, ça va, mais franchement, d'un moment, t'as genre pas assez d'air. Les combattants vietnamiens misaient sur les pièges artisanaux. C'est cette force de résistance qui a poussé les Américains à abandonner. 45 ans après la fin de la guerre, le paysage a fondamentalement changé. Dans le district 1, le quartier le plus luxueux, jaillissent buildings, gratte-ciel et hôtels de luxe. Les gens sont toujours en activité. On a pu voir aussi des immeubles en construction à côté. Les personnes travaillent jour et nuit. C'est pas pour rien que c'est un pays qui a un gros taux de croissance. On voit que ça bouge tout le temps. L'effervescence de la ville est d'autant plus spectaculaire la nuit. La classe se rend dans une des plus hautes tours de la ville, au 51e étage, vue imprenable sur Ho Chi Minh moderne. Le professeur Wild a fait son doctorat sur l'économie du Vietnam. Pour lui, l'Asie du Sud-Est est le nouveau moteur de l'économie mondiale. Peut-être un jour, nos enfants vont rêver de pouvoir essayer leur chance en Asie du Sud-Est, alors que, encore une génération en arrière, les enfants d'ici ont rêvé de tenter leur chance en Amérique ou en Europe. Le Vietnam, c'est bientôt 100 millions d'habitants, c'est plus que la France ou que l'Allemagne. C'est un pays jeune, moyenne d'âge 30 ans. Et puis Pierre Gobet, c'est aussi un pays qui revient de loin. Oui, on parle souvent du miracle vietnamien. À la fin des années 80, c'était encore un des pays les plus pauvres. En 30 ans, le revenu par habitant a été multiplié par 27. Il est passé de 95 à plus de 2500 $ par an. Et tout le monde en a profité. Le taux de pauvreté était au début des années 90 encore au-dessus de 50%. Il est aujourd'hui à 2%. Mais ce n'est pas un pays riche pour autant. Alors ce n'est plus un pays pauvre, mais ce n'est pas encore un pays riche. Le salaire moyen, même dans une zone urbaine comme ici, eh bien, ce n'est que 240 francs par mois. Et les exportations, on pense au café, aux crevettes. Alors, c'est une petite part, 6%. Plus important, le textile, les chaussures, 20%. Et puis l'électronique, les ordinateurs, les téléphones portables, c'est un tiers des exportations du Vietnam. Alors pourquoi c'est le Vietnam qui a décollé et pas les pays voisins? Alors, il faut remonter à 1986, le Doi Moi, le renouveau. C'est une série de réformes, on privatise, on ouvre le pays aux marchés internationaux, on crée des conditions favorables aux entrepreneurs. Et puis, il y a en même temps une série d'investissements publics dans l'éducation, les infrastructures en particulier, l'électricité, les télécommunications. Et puis, il y a aussi les zones d'ombre. Oui, c'est une croissance qui se fait au prix d'une explosion de la pollution, de l'eau, de l'air. Les émissions de CO2 en 25 ans ont évolué de 700%. Et puis il y a aussi la corruption. Le Vietnam, au hit parade mondial, n'est qu'en milieu de classement. Il y a toujours ce paradoxe, une économie de marché et en même temps un régime communiste. Oui, il y a un monopole politique, un parti unique. Les critiques sont réprimées, les libertés sont restreintes et puis il n'y a pas de contre-pouvoir comme par exemple une justice indépendante. Merci Pierre. Et puis symbole de cette réussite économique, le Vietnam va organiser son tout premier Grand Prix de Formule 1. C'est une manière de s'inviter, si on veut, dans la cour des grands. Pierre, vous êtes allé sur le circuit, c'est pas loin d'ici. Jour J, moins 30. Malgré la menace que fait planer l'épidémie, on est en plein préparatif sur le site du Grand Prix du Vietnam. Rendez-vous sur la grille de départ avec la Big Boss, Madame Chi. Les voitures vont occuper tout cet espace. Elles seront alignées ici. Imaginez tout ce monde, tous ces pilotes. Je suis vraiment très impatiente de voir ça. 20 bolides vont se lancer à pleine vitesse sur les 5,6 km de ce tout nouveau circuit. Tout ce que vous voyez ici a été réalisé en 11 mois seulement. En fait, là où nous sommes, c'était un lac profond. Et tout autour, il n'y avait absolument rien. Au centre du dispositif, le paddock monumental, construit sur une longueur de 300 mètres, qui accueillera les équipes, les sponsors,
les VIP. Quand nous voyageons, on nous demande généralement où est le Vietnam. Vous êtes en guerre? Vous avez l'électricité? Cet événement, la Formule 1, qui est l'une des compétitions sportives les plus prestigieuses au monde, c'est l'occasion de montrer ce qu'est devenu le pays. Les gens vont voir à quel point nous nous sommes développés. Nous sommes le nouveau dragon de l'Asie. Le Grand Prix de Hanoï, c'est un circuit urbain, un peu comme à Monaco. Il emprunte en grande partie les avenues de la ville. Ici, entre les barrières de sécurité, la grande ligne droite d'1,6 km. Ils vont prendre le virage et ils vont accélérer. Ils vont atteindre une vitesse de 300 km/h. Ngoc est un passionné, un journaliste très connu au Vietnam. L'un des défis de ce Grand Prix, c'est que la Formule 1 ne fait pas vraiment partie de l'ADN du pays. Le football, c'est le sport numéro 1 au Vietnam, suivi par le tennis, le basket et le golf. Les Vietnamiens n'ont pas une culture du sport automobile. Ils considèrent que c'est une discipline pour les riches. Il y a peu de gens qui connaissent et qui apprécient. Mais il faut bien commencer un jour. Un Grand Prix, c'est une vitrine globale. Plus de 90 millions de téléspectateurs, mais c'est aussi très cher à organiser. Combien pour Hanoï? Quand on pose la question, ça bloque. Ce qui est sûr, derrière le Grand Prix, il y a un géant, VinFast, la toute première marque vietnamienne, qui vient de lancer plusieurs modèles. La technologie vient de BMW, le design de l'italien Pininfarina. Et c'est ici qu'on les construit, une usine à Haiphong, à 2 heures de route de la capitale. Le site inauguré en juin dernier occupe la surface de plus de 400 terrains de football. Les installations tournent en ce moment au ralenti à cause du coronavirus, mais leur potentiel est énorme. 250 000 voitures par an, c'est la capacité de cette usine. Nous pouvons produire 38 exemplaires par heure. C'est très rapide. Et c'est possible uniquement parce que tout est automatique. Des installations dernier cri, la carrosserie par exemple, c'est 1200 robots, 100% d'automatisation, un investissement gigantesque. Le Vingroup a décidé d'investir dans ce projet 3,5 milliards de dollars. Seul Vingroup pouvait le faire, car c'est la plus grande entreprise du Vietnam. Et Vingroup, c'est lui, Monsieur Vuong, l'homme le plus riche du pays. Il a commencé dans les nouilles instantanées. Aujourd'hui, c'est notamment l'immobilier, la distribution, la santé, sa fortune, 10 milliards de dollars. Au Vietnam, nous avons seulement 20 voitures pour 1000 habitants. Dans les pays voisins, comme par exemple la Thaïlande, c'est 230 pour 1000 habitants. Aux États-Unis, c'est 800 voitures pour 1000. Il y a donc un énorme potentiel de croissance pour le marché ici, au Vietnam. Notre rêve, c'est de devenir une marque et un constructeur global. Et à ce niveau-là, nous allons nous concentrer sur des véhicules électriques, car c'est la tendance. En 2021, nous allons lancer nos modèles électriques sur le marché américain. La VinFast Luxe 2.0, c'est son nom. Basée sur la série 5 de BMW. TTC l'a testé pour vous. Alors c'est une grosse berline, version de luxe. Elle n'est commercialisée que sur le marché local. Son prix, l'équivalent de 47 000 francs. En 6 mois, VinFast a vendu 17 000 voitures. Dans une industrie hyper concurrentielle, totalement mondialisée, les Vietnamiens se sont lancés un défi, et ce n'est pas un petit défi. Eh bien franchement, jamais je n'aurais imaginé un jour être au volant d'une voiture made in Vietnam.
Comme le patron de Vingroup, il y a une classe d'ultra riches qui est en train d'émerger, des fortunes immenses qui entretiennent des relations avec le Parti communiste au pouvoir. Parmi cette élite des femmes aussi, Yann Duhed a pu rencontrer l'une d'entre elles, une ancienne hôtesse de l'air devenue milliardaire. Portrait. Elle est l'une des 10 plus grosses fortunes du Vietnam. Une élégante et redoutable femme d'affaires que le marché du luxe a rendue riche. Madame Leong Thuy Thien est née ici à Ho Chi Minh, la capitale économique. Elle a tout juste 50 ans et elle circule évidemment dans une très grosse limousine. Tous les matins, je me lève à 6h30. Dans la voiture, je regarde mes emails, je prépare des réunions ou des négociations. Vous devez imaginer que 18 filiales travaillent avec moi chaque jour. Madame Thuy Thien pèse près d'1 milliard de francs. Elle est la PDG d'un groupe de 25 000 employés. Son entreprise est spécialisée dans 2 branches. D'un côté, les aéroports, dont elle détient la quasi-totalité des magasins et duty-free au Vietnam. D'autre part, le luxe, mais aussi l'habillement et l'alimentation. Aujourd'hui, Madame Thuy Thien est la distributrice exclusive de 108 marques internationales renommées, des marques disponibles dans plus d'1 millier de boutiques. Ici, nous sommes à l'hôtel Rex, un 5 étoiles. Il accueille l'un de nos petits centres commerciaux. On a Cartier, on a Rolex, on a Chanel. Salvatore Ferragamo a été l'une de mes premières marques sur le marché local. Et voici mon incroyable boutique Rolex. Si vous voulez une Rolex au Vietnam, vous passerez forcément par Madame Thuy Thien, car au pays du dragon, elle est la revendeuse officielle et unique. Dans cette boutique, où les prix s'affichent en millions et en milliards de dong, la monnaie locale, notre milliardaire surveille tout de très près, et pour cause. Rolex est notre marque avec la plus forte croissance de vente, 35% l'an dernier. Le socialisme de marché, lancé à la fin des années 80, a donné naissance à une classe d'ultra riches, des individus qui, 30 ans plus tard, consomment chaque jour plus férocement. Ce phénomène, Madame Thuy Thien l'a pressenti, mais elle ne l'a pas fait seule. Voici son mari, Jonathan An Nguyen. C'est lui qui a fondé le groupe il y a 35 ans, après une carrière chez Boeing entre les Philippines et les États-Unis. Au début, ce n'était pas facile. Pour trouver des ressources en personnel, notamment des managers. Les taxes sur les produits d'importation étaient aussi très élevées. Mais maintenant, nous avons beaucoup de clients. Les Vietnamiens représentent 80% de notre clientèle. À l'actif du couple, qui s'est rencontré quand Madame Thuy Thien était hôtesse de l'air, un nombre impressionnant de réussites. Et parmi elles notamment, le premier supermarché du Vietnam, ouvert en 1995. Cette double carrière s'est toujours faite avec l'aval bienveillant du parti. Depuis sa création, la société a reçu plus de 340 récompenses, visibles ici, au quartier général du groupe. Mais sur les murs, la place manque pour les accueillir. Ça, c'est un prix des douanes vietnamiennes. Ils nous ont donné des chaussures et une cravate exactement à la taille de mon mari. Ça, c'est la plus haute médaille du mérite qu'il a reçue des mains du président. C'est la meilleure distinction possible pour les entrepreneurs comme nous. Née dans une famille de 6 enfants, uniquement élevée par sa mère, Madame Thuy Thien a travaillé dès l'âge de 12 ans pour ramener de l'argent à la maison. Malgré ses origines modestes, elle a pu faire des études, aller à l'université, un parcours qui l'a marqué pour toujours. Nous sommes dans un orphelinat d'Ho Chi Minh. 86 enfants vivent ici, entourés par des moines bouddhistes. Madame Thuy Thien finance toute leur scolarité. Ce sont des bonbons et des jouets. Du lait aussi.
J'aime les enfants. Je veux faire quelque chose pour mon peuple vietnamien. La scolarisation, c'est pour eux le plus important, parce que ça va les aider à avoir un meilleur futur. C'est aussi comme ça qu'on va permettre à ce pays de continuer à se développer. Notre milliardaire, qui vit dans cet incroyable palais sur les bords du fleuve, donnera cette année 10 millions de francs aux 2 plus grosses universités du pays. Même si le contraste est rude, l'engagement est réel. Madame Thuy Thien raconte en fait le Vietnam d'aujourd'hui, un pays où les écarts de richesse sont gigantesques. En 2020, malgré le coronavirus, ses revenus vont continuer à gonfler. Je crois qu'on n'a pas de chance aujourd'hui. Celle dont le prénom veut dire Narcisse travaille sur un nouveau jackpot potentiel, la construction du nouvel aéroport d'Ho Chi Minh. Le plaisir de retrouver un ami de la Suisse, Monsieur Bang. Bonjour, vous êtes l'ancien ambassadeur du Vietnam en Suisse. Merci d'avoir accepté de nous recevoir. On parle du miracle économique ici, bientôt 15 000 millionnaires. Le Vietnam, c'est toujours un pays socialiste? Oui, on est et puis on le sera socialiste parce que le socialisme aide aussi le miracle économique à réaliser. Parce qu'il n'a pas seulement le succès économique, mais il faut penser aussi aux aspects sociaux et aux questions d'environnement pour un développement durable. Et alors comment vous expliquez ce développement économique ici? Est-ce que c'est dû en partie à la guerre économique entre les États-Unis et la Chine, des produits chinois qui transiteraient par le Vietnam pour ne pas avoir les taxes? Non, nous pensons que l'essor économique du Vietnam, ça commence depuis 15 ans. Beaucoup avant la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Et puis, nous avons évité de profiter de la guerre commerciale entre les deux géants du monde pour avoir des avantages à nous. Non. Le coronavirus, ça pourrait freiner cette croissance? Oui, ça va freiner la croissance économique du Vietnam, surtout dans les branches comme hôtels, tourisme, aviation. Alors, un des problèmes qu'on évoque généralement ici au Vietnam, c'est la corruption. Que fait aujourd'hui le gouvernement pour lutter contre la corruption? Nous avons renforcé la lutte contre la corruption depuis 3 ans. Et puis, je pense que nous menons beaucoup plus fermement notre lutte dans les années à venir. Et la bureaucratie, elle s'est simplifiée avec le temps? Oui, ça va beaucoup simplifier, surtout avec le temps et puis avec les moyens de technologie moderne comme la numérique. Une entreprise étrangère, elle est propriétaire de son usine? Bien sûr, ils sont propriétaires de leurs usines, mais pas le terrain qu'ils construisent l'usine là-dessous. Ils peuvent louer le terrain à 50 ans ou à beaucoup plus. Est-ce qu'il y a des avantages fiscaux pour une entreprise étrangère? C'est-à-dire c'est une manière de les attirer? Oui, c'est comme les cantons en Suisse. Il y a aussi des provinces qui ont attiré les investisseurs avec des avantages fiscaux ou bien d'autres comme le prix de l'électricité ou quelque chose d'autre pour mieux séduire les investisseurs. Il faut négocier? Oui, c'est ça. Pour négocier entre les deux là. Vous connaissez bien la Suisse. Est-ce qu'on est très différents, les Suisses et les Vietnamiens? Oui, il y a 2 cultures différentes, 2 niveaux de vie différents. La Suisse est un pays développé et puis on est un pays en développement. Et puis la mentalité aussi. Mais je trouve qu'il y a un point commun, c'est que les Suisses et les Vietnamiens aiment le travail et qui sont très travailleurs. Un accord de libre-échange est en discussion entre les 2 pays. Entre-temps, il a été signé entre le Vietnam et l'Union européenne. Pourquoi avec la Suisse, ça traîne autant? Je pense que la faute, c'est à 2 côtés. Mais récemment, M. Guy Parmelin avec notre vice-premier ministre Trương Hòa Bình ont reconfirmé qu'on va renforcer et intensifier la négociation. Et j'espère qu'on va signer bientôt l'accord.
peut-être l'année prochaine, qui correspond aux 50 ans des relations diplomatiques entre les deux pays? Oui, j'espère. Ce sera un beau cadeau pour tous les entrepreneurs et les travailleurs des deux pays. Monsieur Bang, merci. Et puis je signale que pendant ce temps, l'année dernière, les échanges commerciaux entre la Suisse et le Vietnam ont battu un nouveau record à 3,5 milliards de francs. Une centaine d'entreprises suisses sont installées au Vietnam. Elles ont investi 700 millions de francs et créé 20 000 emplois. À côté des multinationales comme Nestlé et ABB, il y a aussi les entreprises familiales. Reportage avec ces Suisses qui ont parié sur le Vietnam, Corinne Portier. Quand Axon Active est arrivé à Saigon il y a 12 ans, le développement de logiciels n'était pas encore courant au Vietnam. En Europe, la pénurie d'ingénieurs informatiques faisait alors grimper les salaires. Le Saint-Gallois Marcus Bauer cherchait donc une nouvelle source de recrutement. J'avais trouvé 2 destinations possibles. Il y avait Novosibirsk en Sibérie et l'autre c'était Saigon. Le choix est assez vite fait. Du soleil et des développeurs qui coûtent 4 fois moins cher ici qu'en Suisse, 2 fois moins cher qu'en Pologne, et ce n'est pas tout. Un des grands avantages, c'est la flexibilité des employés. Si un client décide du jour au lendemain de changer de technologie, les employés sont contents car ils apprennent quelque chose de nouveau. Je n'ai pas connu cela en Suisse. Ici, on ne travaille que pour des clients étrangers et souvent par vidéoconférence, comme ce jour-là depuis le Valais. Les applications des CFF, PostFinance, Twint ou encore de la mobilière sont conçues ici grâce aux équipes de développeurs qu'Axon Active met à disposition. L'aéroport est juste à côté, les chefs de projet font les allers-retours. Comme Ti, qui arrive de Zurich pour PostFinance, une vie dans la mondialisation. Je viens 4 ou 5 fois par an pour construire une vraie relation avec les équipes, les motiver. Qu'est-ce que j'en pense? Ça réduit les coûts. Moi, je suis le mouvement. Toutes les entreprises font ça. Vraiment toutes. Ici, tout se passe en anglais, même si le personnel est vietnamien. 550 employés répartis sur 3 sites. La plupart sont ingénieurs. Les salaires, au mérite, démarrent à 1 500 francs mensuels, mais peuvent doubler, voire plus. Un Eldorado pour le Vietnam. Tout le monde veut travailler pour les entreprises étrangères parce que ça permet d'améliorer son anglais, d'avoir de meilleurs salaires et plein d'autres avantages. Assurance et cantine gratuite, congés qui augmentent avec l'ancienneté. Pour attirer et fidéliser un personnel assez volatile car très demandé, Axon Active multiplie les gestes. Et cela inclut le respect de la sieste. Sacro-sainte spécialité vietnamienne, toutes lumières éteintes. Surprenant pour le visiteur. Nous avons fait un sondage auprès du personnel et c'est très clair. Ils veulent avoir une sieste l'après-midi. Même si ça allonge leur journée de travail, ils préfèrent la sieste. C'est leur choix. Dès la pause terminée, c'est reparti. Plus productif que jamais. Mais bientôt ça ne suffira plus. Ici aussi la pénurie guette. Nous n'en sommes qu'au début de la digitalisation. La demande en production de logiciels va continuer d'augmenter. Et il arrivera bien un jour où même le Vietnam n'arrivera plus à répondre aux besoins. Nous devons donc nous préparer. C'est pourquoi, par exemple, nous venons d'ouvrir une nouvelle structure à Rangoon, en Birmanie. Je suis même allé prospecter en Afrique, en Éthiopie, pour voir si cela pourrait être une option. À 20 km de là, au nord de Saigon, Jacob Rob System, le spécialiste suisse des câbles et grillages, a d'autres soucis. Ce jour-là, le patron Peter Jacob, petit-fils du fondateur, arrive de Suisse pour superviser les grands changements à venir dans son unique filiale de Saigon. Vous voyez, on est en sur-régime. On a commencé ici il y a 10 ans avec 50 personnes et maintenant on est plus de 500. Ici on ne peut presque plus bouger, tout est plein. Et c'est comme ça 24 heures sur 24. Administration, design ou câbles spéciaux se font toujours à Trubschachen, dans l'usine historique de l'Emmental. Mais c'est ici au Vietnam que le grillage en acier inoxydable est fabriqué sur mesure à la main
impensable en Suisse. Et ça marche si bien qu'il a fallu construire une nouvelle usine plus grande, 20 km plus loin. Nous y allons. Surprise. 3 km de plantes vertes tapissent les façades, créant une climatisation naturelle. Tout est lumineux. Peter Jacob n'est pas venu depuis plusieurs mois. Il découvre. Ici, les ouvriers fabriquent le grillage de la plus grande volière du monde pour le zoo de Singapour. Le contrat est énorme pour cette entreprise familiale devenue internationale. Une évolution qui a d'abord inquiété en Emmental. Au début, il y a eu très clairement du rejet, des doutes de la part des salariés. Ils avaient peur de perdre leur emploi. La mondialisation, c'est comme un gros mot, qui signifie que les employés les plus âgés vont être licenciés, car la production est délocalisée, dans des conditions horribles avec du travail d'enfants. Mais aujourd'hui, ce n'est vraiment plus comme ça. 48 heures de travail hebdomadaire, samedi compris, pour 350 francs par mois. C'est 1,5 fois le salaire moyen. Mais les ouvriers viennent souvent de loin. Le village de Vogia est à 300 km. Je rentre chez moi qu'1 fois par an. J'ai un enfant de 3 ans. Il est élevé par mon beau-père. Tout n'est pas rose non plus pour Peter Jacob. Après 10 ans, il a découvert brutalement une autre réalité du Vietnam, la corruption. Pour avoir refusé de verser un dessous de table pour régler un problème, il s'est vu infliger une amende de 150 000 $. Soyons honnêtes, je pense que 90% des pays dans le monde sont corrompus. Au Vietnam, c'est malheureusement aussi le cas. C'est surtout frustrant quand vous devez payer une amende à 6 chiffres pour une simple erreur administrative. J'ai été très déçu, mais entre-temps, j'ai mis ça de côté et on regarde vers l'avant. Aujourd'hui, l'entreprise Jacob ne peut plus vivre sans sa partie vietnamienne. C'est 80% de son personnel et de son chiffre d'affaires. Nous sommes avec l'architecte de l'usine Jacob qu'on vient de voir dans le reportage, Grégoire Dupasquier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes suisse, vous êtes installé ici à Hanoï. On est devant un bâtiment que vous avez construit récemment. C'est quoi en 2 mots ce bâtiment? C'est un bâtiment très caractéristique de ce que vous pouvez trouver dans le monde hanoïen, c'est-à-dire la réinterprétation de 2 bâtiments qu'on appelle les maisons tubes à Hanoï, 2 bâtiments très fins qu'on trouve dans le centre de Hanoï. Et je dirais que le programme est également très caractéristique de ce qui se fait au Vietnam, avec une superposition de programmes divers comme bars, restaurants, karaoké, épicerie, et qui varient en plus avec le temps. Alors vous êtes à Hanoï depuis une dizaine d'années. On vous aurait attendu plutôt à Hong Kong, dans une grande mégalopole. Pourquoi Hanoï? Par opportunité d'abord, hein. On est arrivé ici il y a effectivement un peu plus de 10 ans par le biais d'un ancien professeur qui avait son atelier avec un architecte vietnamien. C'est lui qui nous a amenés ici. Maintenant, ce qui nous a amené à rester plus longtemps, c'est l'amour de la ville, c'est l'idée de vivre autre chose que ce que nous vivions jusque-là en Suisse. En 10 ans, elle a changé comment la ville? Énormément. Je dirais que dans les capitales asiatiques, Hanoï est clairement une des villes qui a évolué le plus ces 15 dernières années avec l'éclosion de nombreuses tours. Enfin, globalement, c'est une ville en perpétuelle mouvance, c'est le chaos tous les jours, l'explosion de chantiers. C'est assez difficile à appréhender comme ça. Alors nous, on essaie d'amener un peu de suissitude dans les projets qu'on fait en recadrant et en amenant les valeurs qu'on a développées en Suisse. Alors on va se rendre dans vos bureaux, si vous le voulez bien, c'est loin d'ici? Pas très loin, non, c'est à 5 minutes. Je vous amène sur ma moto si vous voulez. Merci. Manuel Deragopian, vous êtes partenaire de Grégoire. Alors la construction, c'est un domaine où on est directement confronté à la bureaucratie, au pot de vin. Ça se passe comment? Ici au Vietnam, effectivement, il y a tout un monde qu'on ne voit pas en fait. Et nous, on n'est pas vraiment en contact avec ça. On travaille directement avec des clients privés. On travaille peu ou pas avec l'État. Donc on a toujours des local partners, on a toujours
je dirais, un buffer, une espèce de couche qui fait qu'en fait, on n'est jamais confronté vraiment à ça. Est-ce qu'on construit très différemment au Vietnam qu'en Suisse? Est-ce qu'on construit plus vite? Est-ce qu'on construit moins cher? C'est moins méticuleux? Bien sûr, on a dû apprendre à construire. En fait, il faut désapprendre ce qu'on sait, la manière très sophistiquée qu'on a de travailler en Suisse, très, très précise. Je pense qu'il faut un peu la réadapter ici. Il n'y a pas besoin d'isolation, tous les détails sont largement simplifiés. Les processus sont aussi beaucoup plus rapides. Alors, pour vous donner un exemple concret peut-être, 100 logements à Zurich que nous réalisons en ce moment, on n'a pas terminé, mais ça fait plus de 10 ans qu'on est dessus. Et 1000 logements, voire 2000 logements à Singapour, en 5 ans, c'est terminé. Mais on construit plus vite, mais alors de moins bonne qualité? Je dirais que c'est totalement différent, c'est une autre approche. Oui, c'est clair, ce qu'on construit ici, c'est plus simple. C'est aussi pour moins longtemps. Il faut savoir que des clients viennent vers nous et disent on va faire une tour, peut-être de 30 étages, et ils le voient pour 25 ans uniquement. Ils disent mais de toute façon, dans 25 ans, on sera ailleurs. Et il nous faudra plus grand. Je dirais un autre facteur important, c'est le coût de la main-d'œuvre. En Suisse, le coût de la main-d'œuvre est largement plus élevé. Il pèse beaucoup plus sur le coût de la construction, alors qu'au Vietnam, pas du tout. Donc, en fait, travailler avec des matériaux très chers, non. En fait, ici, travailler avec des matériaux peu chers, beaucoup de personnel, et ils n'ont pas de problème à faire de la maintenance chaque année. Donc, construire pas cher et rénover régulièrement, c'est une stratégie qui marche assez bien ici, en fait. C'est un pays qui est en plein rattrapage. Quel est le niveau de la conscience écologique, de l'impact des constructions sur l'environnement? Oui, je dirais qu'il faut savoir que la sustainability, donc l'architecture environnementale ici, elle s'applique, je dirais, à un degré plutôt marketing, de vente, évidemment, parce que le green building est quelque chose qui est très en vogue. Mais effectivement, on n'y est pas encore. Certaines tours ici, ils ont des façades en verre, il n'y a pas de protection solaire, il y a très peu d'utilisation de la ventilation naturelle. On est quand même un pays, et là, Hanoï, c'est subtropical, et là, on n'y est pas encore du tout. Effectivement, très difficile d'appliquer ce genre de stratégie de développement durable avec des clients qui ont, je ne vais pas dire, l'éducation nécessaire, mais en fait, tous les processus font que c'est un surcoût qui ne peut pas être pris en compte actuellement. Et en fait, les processus vont trop vite ici. Simplement, il y a un certain nombre d'étapes qu'ils n'ont pas encore franchies, dont celle d'intégration de ces éléments de sauvegarde de l'énergie. Grégoire Manuel, merci. Nice flower. Give you 25. Le tourisme est devenu l'un des principaux secteurs de l'économie. Chaque année, 35 000 Suisses viennent passer des vacances au Vietnam contre 200 000 en Thaïlande. Mais ça se développe très vite. Tout le monde connaît bien sûr la baie d'Along, patrimoine de l'UNESCO. Elle est envahie par les touristes. Alors, on construit de nouveaux complexes hôteliers, balnéaires au centre du pays, parmi les plus grands d'Asie. Reportage à Da Nang et à Hoi An, Yann Dued. Alors ici, on est au Four Seasons Resort Nam Hai, qui se trouve à Hoi An, au bord de la mer. Et vous voyez ici, c'est la partie centrale du resort avec toutes ces piscines. On a 3 piscines. Le domaine ici a 35 hectares pour 100 villas. Il a été construit il y a 13 ans. Il travaille dans un décor de rêve, face à la mer de Chine, sur une longue plage de sable blanc, peuplée de 4500 cocotiers. Blaise Montandon vit depuis plus de 20 ans en Asie, lui qui est né dans le Val de Travers et a été formé à l'école hôtelière de Lausanne. C'est une partie du Vietnam qui est superbe, les gens sont très chaleureux, c'est la partie agricole du pays. Cette région offre beaucoup de choses. Il y a la mer, il y a les sites culturels, la nourriture, les gens, l'accueil, donc c'est vraiment un endroit exceptionnel. On n'est pas à Fleurier ici, hein? On n'est pas à Fleurier, non. Surtout au mois de février.
Prix des chambres de 500 à 900 francs la nuit, sans parler des villas privatives qui peuvent atteindre plus de 8000 francs. Dans ce complexe ultra luxueux qui compte 43 piscines, toutes les activités sont possibles. On citera le spa, les stages de yoga, des cours de cuisine, le jet ski ou encore ce magnifique jardin potager. Et la maison là-bas au fond, c'est là où j'habite. Moi, je suis après les légumes. Les clients sont ici majoritairement américains et anglais, mais pour cause de coronavirus, l'hôtel est en ce début d'année bien plus calme que d'habitude. Sur des mois comme février, on fait quand même 25% de moins que ce qu'on devrait faire. Il y a des hôtels qui font beaucoup moins que ça. Ça dépend un peu des marchés. Les hôtels qui ont surtout une clientèle chinoise et coréenne, eux, ils perdent jusqu'à 60-70%. Le tourisme au Vietnam possède plusieurs visages et la crise actuelle permet de saisir encore mieux cette diversité. À côté des resorts exclusifs ou des offres plus culturelles pour les Européens, le pays s'est engagé dans une troisième voie en plein essor, le tourisme de masse à destination des marchés asiatiques. À 1 heure de route de Da Nang, la troisième ville du pays, ce site en est le meilleur exemple. Ici, les télécabines sont suisses. Elles permettent à 5 millions de visiteurs annuels de découvrir cet hallucinant décor de carton-pâte. C'est spécial. C'est comme un Vietnam européen. C'est vraiment fou de voir une église baroque et un temple bouddhiste côte à côte. Le brouillard rend tout ça un peu mystique. C'est marrant. J'adore, c'est splendide, même si c'est faux, parce que quelqu'un s'est donné la peine de rendre cet endroit magnifique. Absents comme le soleil le jour de notre visite, les Chinois sont pourtant aujourd'hui les premiers touristes du Vietnam. Ils représentent plus de 32% des visiteurs étrangers. Sur la côte, dans cette région du centre, d'immenses complexes ont été construits pour eux et par eux. Certains étaient littéralement fermés pour cause de virus lorsque nous étions sur place. Un peu plus au sud, dans la pittoresque cité de Hoi An, plus de 400 hôtels existent désormais pour tout type de clientèle. Ça va bien? Bien dormi? Ce Français, formé lui aussi à Lausanne, a été le premier à ouvrir sur la plage il y a 20 ans. Il dénonce le rythme fou des constructions. Le pays se développe trop vite, sans contrôle. Si vous avez de l'argent, si vous avez des bonnes relations, vous pouvez faire ce que vous voulez. Les gens du comité populaire, c'est des gens qui sont, pour moi, négatifs pour la croissance du pays. Parce que ce qu'ils pensent avant tout, c'est de se mettre de l'argent dans les poches. Pour moi, il faudrait qu'il y ait un gouvernement qui ne soit pas corrompu. C'est tout. Depuis la route principale, la plage n'est plus visible. Seulement une longue succession de murs appartenant aux hôtels. Le boom touristique a fait exploser le prix des terrains, bouleversant la vie des agriculteurs et des pêcheurs, bouleversant aussi un écosystème fragile. Nous sommes inquiets, très inquiets. La plupart des récifs coralliens sont aujourd'hui abîmés par les constructions, par les hôtels et les activités touristiques. Et il y a les déchets et les eaux usées des resorts qui finissent aussi dans la mer. Avec plus de 15 millions de touristes étrangers l'an passé, le Vietnam est à la croisée des chemins. Faire du chiffre ou faire de la qualité, voilà tout l'enjeu. Quoi que décide le parti, le coronavirus causera cette année un sérieux coup de frein. Voilà, c'est sous les lampions que se termine cette émission spéciale. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à la préparer. J'espère que vous avez eu du plaisir à nous suivre. Lundi prochain, retour aux affaires dans notre studio habituel. Passez tous une belle semaine, une douce nuit. À bientôt. If I take 3. 3. And 1. How's this one? Okay, this one.
biogaz à partir de déchets organiques pour préserver le climat, c'est possible avec Gaz Énergie, partenaire de TTC.